Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout s'est passé dans le calme. Je veux parler, bien entendu, des grands rassemblements de viticulteurs qui avaient lieu cet après-midi à Carcassonne, à Nîmes et à Béziers. Depuis ce matin, depuis l'annonce de l'inculpation pour tentative d'homicide d'Albert Tisser, tout le monde craignait de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Albert Tisser n'est pas accusé du meurtre du colonel Le Goff, car le calibre de son arme personnelle ne correspond pas à celui de la balle qui a tué l'officier de CRS, mais il a été reconnu sur les photos au moment où il tirait en direction des forces de l'ordre. D'après ce que l'on croit savoir, il serait actuellement incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille. Les manifestations se sont donc déroulées dans l'ordre, aussi bien à Nîmes, à Béziers qu'à Carcassonne. Les viticulteurs ont donc suivi les consignes de calme que leur avaient données les dirigeants des organisations professionnelles et syndicales des viticulteurs. On redoutait l'affrontement, à Nîmes, à Béziers et surtout ici à Carcassonne, la ville la plus chaude de la contestation vigneronne. D'où la présence de barbelés devant les bâtiments officiels, la trésorerie générale ou encore autour de la préfecture. Mais il n'y a pas eu d'incident. Seulement une nouvelle démonstration des capacités de mobilisation des viticulteurs, aujourd'hui par solidarité avec Albert Tisser. Monsieur Tisser est dans cette situation, c'est bien qu'il a été à un certain moment, comme nous le sommes tous, un défenseur de la viticulture. L'autre signification de cette manifestation, c'est que nous cherchons à faire valoir que nous ne sommes pas des trublions, mais bien des viticulteurs qui ont des problèmes économiques que l'on n'a pas cherché à traiter jusqu'à maintenant. Car la fusillade de Montredon a fait assez de mal à la cause des viticulteurs, les responsables de l'action le savent et s'efforcent donc au maximum de contenir la violence, sans doute pour redresser la barre et éviter qu'on ne fasse un peu plus une affaire d'ordre public d'un problème économique. Où sont les hors-la-loi? Vous qui videz les camions et qui les brûlez pour ne pas qu'on empoisonne les consommateurs, ou ceux qui importent avec des bénéfices scandaleux, et ceux en ruinant le midi viticole, il y avait lui tout le pays, à tous les niveaux, pour en faire quoi? Le bronze-cul de l'Europe. Et déjà, nous ne sommes plus à l'aise sur certaines de nos plages où nous sentons déjà des étrangers. Pas d'incident, mais des nerfs aujourd'hui encore à fleur de peau. Prochain rassemblement de masse le 29 avril avec une nouvelle journée région morte dans le Midi. Une autre manifestation a eu lieu cette fois en Corse et elle s'est également déroulée sans incident, du moins jusqu'à maintenant. Cette manifestation était organisée par les partis de gauche, les syndicats et les mouvements autonomistes pour réclamer la mise en liberté provisoire du docteur Edmond Simeoni et de ses camarades, incarcérés à la prison de la Santé dans le cadre de l'information ouverte par la Cour de sûreté de l'État après la fusillade d'Aléria. D'après les premiers renseignements que j'ai pu recevoir, les manifestations étaient au nombre de 20 000, ce qui, par parenthèse, constitue la manifestation la plus importante depuis la fin de la guerre en Corse. Monsieur Jean Sargueil, le nouveau PDG de LIP, a décidé de faire le point de la situation de l'entreprise demain à Paris. Une situation qui, on le sait, est dramatique sur le plan financier, donc par ses conséquences sur le plan humain. La crise semble aussi grave qu'en 1974, puisque, selon certaines informations, un plan de sauvetage n'envisagerait pas moins de 450 licenciements, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'effectif actuel de LIP. Plus évidemment une réinjection d'1,5 milliard de centimes dans une trésorerie qui ne peut faire face à tous les engagements de la société. À cette attente s'ajoute, semble-t-il, et en marge, une polémique sur la gestion de Claude Legender, le PDG qui avait repris la direction de la société après la crise de 1974. Celui-ci ne veut pas répondre pour l'instant, mais les ouvriers de LIP, eux, annoncent par la voix de Charles Piaget leur intention de se battre durement pour sauver une seconde fois leur emploi. La direction, après le départ de M. Legender, après le départ d'une mission d'études suisse qui est venue examiner les comptes de la société, découvre, paraît-il, 4 ou 5 millions supplémentaires. Premièrement, on demande à vérifier ces chiffres. Deuxièmement, à notre avis, c'est surtout pour camoufler deux autres choses beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que la direction, le conseil d'administration, depuis décembre, a mis LIP en avant, en vedette, a affolé les horlogers bijoutiers et s'est permis royalement de perdre 1 million de francs nouveaux par semaine. C'est la perte de
de vente qu'on enregistre très nettement depuis l'affolement des horlogers bijoutiers de décembre. Autrement dit, la direction, le conseil d'administration cherche délibérément depuis décembre des raisons pour ne pas faire la mutation technologique, pour ne pas garder la manufacture. Et LIP, c'est devenu un symbole. Est-ce que vous pensez que le gouvernement et le patronat vont accepter que l'usine soit à nouveau occupée? Écoutez, on vient d'apprendre qu'ils ont mis 2 chars pour arrêter un viticulteur. Peut-être mettront-ils une forcée incroyable autour de LIP, mais on se battra très fort et ils verront qu'on n'a pas fini de parler de nous et de nos activités pour le maintien de l'emploi et le maintien de l'emploi dans toute l'horlogerie. Mais sur le plan économique, est-ce que vous ne pensez pas qu'en réduisant les effectifs, on peut enfin refaire démarrer LIP? Absolument pas, c'est le contraire. LIP possède toute une série de brevets, possède des services de recherche qui peuvent permettre un démarrage de la mutation technologique sur toute la branche française. Eh bien, il s'agit de prendre cela en compte et de mettre les moyens nécessaires. On va citer un chiffre. La Suisse vient de mettre 170 millions de francs français dans une opération de mutation technologique. La France, elle, vient de mettre 400 000 francs pour Montrelec. Mais le gouvernement a déjà mis beaucoup d'argent dans LIP. Dans LIP, il a mis 15 millions, comme il met dans toutes les autres sociétés qui créent des emplois. Absolument rien de plus. Pas un centime de plus. LIP est une société où les problèmes sont multipliés par 10. Monsieur Sargueil, hier, nous disait que jamais il n'avait rencontré autant de haine autour d'une entreprise. En un mois qu'il circule dans la branche et dans toute la France pour solutionner les problèmes horlogers, jamais il n'a trouvé autant de haine autour d'une entreprise. Monsieur Sargueil, le nouveau PDG, répondra donc lundi. 55 patrons, comme on les appelle, professeurs ou chefs de service des hôpitaux, réclament la disparition immédiate de l'ordre des médecins. Ils publient leur manifeste et leur signature dans le Nouvel Observateur de cette semaine. Ce sont tous des noms de la médecine, tous aussi des responsables de l'hospitalisation publique. Ils manifestent leur désaccord avec l'autorité et le statut même de l'ordre des médecins. En réalité, ce conflit éclate à la suite d'un certain nombre de divergences profondes qui ont divisé la profession médicale après les positions prises par le Conseil de l'Ordre, par exemple au moment du débat sur l'interruption volontaire de grossesse et sur la contraception. Les positions du Conseil de l'Ordre étant qualifiées de rétrogrades et de conservatrices par ces médecins aujourd'hui en révolte. Ce conflit éclate aussi à la suite de la décision de la part du Conseil de l'Ordre de prononcer des suspensions du droit d'exercer à temps ou illimité à l'égard de médecins qui, en France, refusaient de payer la cotisation obligatoire. Le Conseil de l'Ordre se réunira mercredi. D'ici là, son président, le professeur Lorta Jacob, se refuse à tout commentaire. Rosie Morel. Dernier adieu ce matin à Montpellier. L'hommage de ses proches, de ses nombreux amis, de ses confrères. Le souvenir d'un visage rayonnant de simplicité et de chaleur humaine. Ce matin ici, nous étions tous en pensée avec Rosie pour cet ultime voyage. C'est une visite privée de 2 jours que vient effectuer en France le président égyptien, M. Anwar el-Sadat. Il est accompagné de son épouse, mais aussi du vice-président du Conseil, du ministre des Affaires étrangères, de celui des Finances et de plusieurs autres membres du cabinet égyptien. Ce qui prouve que cette visite privée ne sera sans doute pas totalement réservée au tourisme. Il est même certain que les dossiers de coopération franco-égyptien seront ouverts à plusieurs occasions. Il est certain aussi que M. el-Sadat fera un tour d'horizon soit à Matignon, soit à l'Élysée, sur les problèmes qui se posent actuellement au Moyen-Orient et plus particulièrement au Liban. Au Liban, où la trêve semble pour le moment respectée, ce qui ne veut pas dire que les partis en présence ont reculé d'un pouce de leur position. Et le symbole en est sans doute cette route qui relie Beyrouth à Damas, un axe vital pour les 2 pays, une voie où il y a quelques mois grouillaient les marchands et les touristes. Or, aujourd'hui, cette route est déserte, simplement tronçonnée par les barricades que tiennent des miliciens, des militants des 2 bords, le doigt sur la gâchette. Regardez.
Je pense que nous allons avoir le reportage de nos envoyés spéciaux au Liban dans quelques instants. Cette route de Damas était autrefois l'une des plus fréquentées du Moyen-Orient. Elle était jalonnée d'embouteillages et on ne pouvait même pas circuler. Il fallait près de 2 heures pour parcourir les quelques 60 km qui séparent Beyrouth de la frontière syrienne. Aujourd'hui, vous le voyez, elle est pratiquement déserte. Les villages ont été abandonnés à cause des combats et des bombardements et cette route est jalonnée de barrages. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Comment on fait pour aller à Damas alors? Bah, c'est très... je sais pas. Vous pouvez monter par la montagne, je sais pas, la route c'est très difficile. Mais c'est loin, il n'y a Mais- personne qui passe ici? Non, non, toujours est coupée la route. Les canons de toutes sortes bordent la route que les automobilistes n'empruntent plus depuis longtemps. Et les seules voitures que l'on voit sont celles des miliciens qui partent pour le front. Sur les premiers contreforts de la montagne libanaise, les miliciens druzes ont installé leur position en bordure de la route de Damas. C'est d'ici que les forces de gauche ont essayé en vain de descendre vers le palais présidentiel, qui n'est qu'à quelques kilomètres de là. Autrefois, sur cette route, on comptait près de 500 voitures par heure. Aujourd'hui, Dans quelques instants. cette route de Damas était autrefois l'une des plus fréquentées du Moyen-Orient. Elle était jalonnée d'embouteillages et on ne pouvait même pas circuler. Il fallait près de 2 heures pour parcourir les quelques 60 km qui séparent Beyrouth de la frontière syrienne. Aujourd'hui, vous le voyez, elle est pratiquement déserte. Les villages ont été abandonnés à cause des combats et des bombardements et cette route est jalonnée de barrages. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Comment on fait pour aller à Damas alors? Bah, c'est très... je sais pas. Vous pouvez monter par la montagne, je sais pas, la route c'est très difficile. Mais c'est loin, il n'y a Mais- personne qui passe ici? Non, non, toujours est coupée la route. Les canons de toutes sortes bordent la route que les automobilistes n'empruntent plus depuis longtemps. Et les seules voitures que l'on voit sont celles des miliciens qui partent pour le front. Sur les premiers contreforts de la montagne libanaise, les miliciens druzes ont installé leur position en bordure de la route de Damas. C'est d'ici que les forces de gauche ont essayé en vain de descendre vers le palais présidentiel, qui n'est qu'à quelques kilomètres de là. Autrefois, sur cette route, on comptait près de 500 voitures par heure. Aujourd'hui, elle est entre les mains des combattants musulmans. Après de multiples détours par la montagne, on arrive à rejoindre la route, mais chaque milice, chaque organisation, chaque parti possède sa position le long du chemin de Damas. Ici, par exemple, c'est le contrôle du Parti communiste, dans la montagne. Seuls les voyageurs syriens ou musulmans osent se risquer. Quelques kilomètres plus loin, voici des déserteurs de l'armée libanaise, qui n'ont pas quitté leur poste à 1200 mètres d'altitude, mais se sont ralliés à l'armée du Liban arabe, formée par les dissidents de l'armée régulière. Ils entendent eux aussi contrôler voitures et passagers. Et on voyait beaucoup de gens qui passaient ici, mais maintenant pas plus, à cause, encore je vous dirais, des combats et des événements. Et les gens ont peur d'ouvrir leur magasin à Ashto. La guerre civile étouffe aujourd'hui la principale voie de ravitaillement des pays arabes. C'est donc demain soir que le comité directeur du Parti socialiste répondra à la proposition communiste d'action commune pour les municipales de l'année prochaine dans toutes les villes de France. Mais, Didier Lecas, cette réponse ne sera sans doute une réponse de principe, ainsi d'ailleurs qu'a semblé le dire le numéro 2 du Parti socialiste, M. Pierre Mauroy, à nos confrères de RTL aujourd'hui. Effectivement, le Parti socialiste ne fera demain qu'une réponse de principe à Georges Marchais en attendant le congrès extraordinaire du 15 mai. Une réponse dont Pierre Mauroy a en effet dévoilé les grandes lignes avant même qu'il ne présente son rapport demain matin devant le comité directeur du Parti socialiste.
La stratégie du Parti socialiste pour ces municipales sera conforme aux engagements de l'Union de la gauche. Autrement dit, il n'y aura aucun accord entre les socialistes et les formations politiques non signataires du programme commun. En revanche, Pierre Mauroy ne parle pas de ces fameuses listes communes au premier tour que réclame le Parti communiste. Au premier tour, on choisit, dit-il, au deuxième, on élimine. C'est une réponse qui ne devrait donc satisfaire qu'à moitié Georges Marchais. Cela dit, ce n'est pas la réponse du Parti socialiste, c'est la tendance actuelle, le Congrès tranchera. Reste à savoir si en attendant ce fameux Congrès, l'ensemble du Parti socialiste se contentera de cette brève discussion et de cette analyse. La gauche du parti, le CRS, se réunit ce soir. Maintiendra-t-il un mini-congrès préparatoire pour affirmer ses propres thèses ou obéira-t-il aux consignes de François Mitterrand? On sera fixé demain matin. Dans le premier cas, c'est l'épreuve de force avec la majorité du parti. Dans le second, c'est la soumission. Il ne serait donc pas surprenant qu'en fin de compte, l'attitude logique du CRS soit contenue entre ces deux extrêmes. Voyons maintenant les dossiers un peu moins austères et d'abord la victoire d'un vétéran en quelque sorte dans le Grand National de Steeplechase de Liverpool. C'est la plus grande course du monde, la plus longue, 7 km, 30 obstacles. Eh bien c'est un cheval de 10 ans, Regtrade, qui l'a emporté. Regardez. Le Grand National, 7220 mètres au total, aura été marqué cette année par la déroute des favoris. Les chutes, en vérité, ont fait de cette grande course de steeplechase une épreuve par élimination. Dès la deuxième haie, vous allez le voir dans quelques instants, les espoirs de certains concurrents se sont envolés. Ainsi, sur les 32 chevaux qui ont pris le départ, moins de la moitié a terminé l'épreuve. Avant la dernière haie, ils étaient encore une dizaine. On pense que le succès peut enfin échoir à Red Rome, vainqueur en 73 et 74 et second l'an dernier. Red Rome, Toc Jaune au centre, numéro 2, va se classer deuxième une fois de plus à 2 longueurs. Derrière Regtrade, le 6, cheval appartenant à M. Pierre Raymond. You Catcher, numéro 4, termine troisième à 8 longueurs. Puis vient le favori Barona. Sur cet hippodrome d'Aintree, Regtrade, monté par John Burke, était à 14 contre 1. Red Rome 10 contre 1 et You Catcher à 28 contre 1. Très beau final. Dans quelques instants va commencer au Palais des Congrès à Paris la première nuit des Césars. Les Césars seront dorénavant les récompenses suprêmes que les professionnels français du cinéma décerneront aux meilleurs d'entre eux. En somme, le parallèle aux Oscars d'Hollywood. Antenne 2 s'est assuré l'exclusivité de cette retransmission qui va regrouper les plus grands noms du cinéma français, à tel point que Jean Gabin, qui ne sort pas souvent, a tout de même accepté de présider cette première soirée des Césars. En avant-première, en levée de rideau, je vous propose de rejoindre France Roche et ses camarades qui accueillent les premiers arrivés. France Roche. Alors maintenant, mon temps est là. On monte tout de suite ou pas Ça va. France Roche semble perdu dans la... Ici, au Palais des Congrès, la foule des grands jours. Tous les gens de cinéma se sont dérangés. Voilà, Michel Audiard, Michel Piccoli, Yves Montand, Gérard Houry. Et Yves Montand qui arrive accompagné de Dominique Sanda, Marie-Josée Nat. Oui, avancez, monsieur. Yves Montand, vous allez présenter les Césars aux gagnants. Oui, à la gagnante. À la gagnante. Oui. Votre partenaire du Sauvage, Catherine Deneuve, est parmi les finalistes. Qu'est-ce qui est plus agréable? Donner l'Oscar le César à celui qui va le recevoir ou le recevoir? Je crois que c'est très agréable de donner, surtout quand c'est des personnalités comme Catherine Deneuve, Mademoiselle Adjani, Romy Schneider ou Delphine Seyrig. Parce qu'on ne sait pas qui va gagner, évidemment. Naturellement, vous ne me direz pas à qui vous préféreriez le donner? Alors, très sincèrement, toutes les 4, j'aimerais bien, parce qu'elles sont vraiment 4 artistes merveilleuses. Et j'ai tourné avec 2 en tout cas, et je pense que toutes les 4 mériteraient vraiment d'avoir un César. Pardon. Marie-Josée, vous avez eu le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Cette fois-ci, vous n'aurez pas d'inquiétude. Non, mais c'est toujours agréable de voir des camarades recevoir un prix. Mais où est-il? Mais où est-il? Vous pouvez pas les prendre là? Il n'y a pas de lumière? On tourne. Je vois arriver Marie-France Pitié.
monsieur Lombard. Monsieur Lombard, Oui. qui est le président de la Chambre syndicale, c'est vous qui Chambre de commerce, c'est ça. Chambre de commerce. C'est la Chambre de commerce qui a édifié ce palais pour y abriter des spectacles et des congrès. Et cette fois-ci, c'est à la fois un spectacle et un congrès, puisque c'est le Tout Cinéma qui s'est réuni ici. Écoutez, je suis très heureux pour ma part que cette cérémonie se déroule au Palais des Congrès. Ce Palais des Congrès a été édifié par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et je crois que c'est tout à fait dans sa vocation que de recevoir aujourd'hui ce qui est de mieux au point de vue artistique Paris. Jean Gabin, vous êtes le grand cacique du cinéma. Le grand? Le grand cacique, le grand chef du cinéma. Ah, oh, chef, non. Vous ne vous déplacez jamais. Comment se fait-il que cette fois-ci, vous vous êtes déplacé pour venir à une soirée? Bah, c'était normal, ça fait partie de la profession, c'est la première fois qu'on remet les Césars. C'était un peu de mon devoir de venir quand même. Votre devoir ou votre plaisir? Ah, devoir et plaisir. Mais je prends ça à l'ancienneté, moi. Et vous allez remettre le César du meilleur acteur ou du meilleur metteur en Non, scène? je sais pas. Je Vous crois que savez c'est pas. du meilleur metteur en scène. Vous n'avez pas répété? Non, Alors vous allez faire ça à l'inspiration. à l'inspiration. Sachant qu'il aurait les pieds dans l'eau durant le week-end, puisqu'il présente les 2 éditions de 13 heures de la Côte d'Azur, Jean Lanzy s'est réservé le plaisir de dialoguer avec Michel Oliver sur le problème de savoir à quel prix l'orange pouvait être aussi aimable de goût qu'elle l'est souvent d'aspect. Oui, on n'en est pas encore arrivé à nos fruits frais à nous, mais c'est toujours un petit peu la saison des oranges. Hein. Alors, voilà des oranges devant moi. Il y en a 2 ici qui représentent très peu dans le marché, que j'aime pas beaucoup. C'est la Sanguinelli d'Italie, la Sanguine d'Espagne. On les oublie. Allez, écartez-les. On les oublie, c'est fini, je les enlève. Elles sont bien, elles sont moyennes. Voilà, il nous reste devant nous 4 qualités d'orange. Bon, dans l'ordre, la Navel d'Espagne, l'Israël, la Maltaise de Tunisie et la Valencia du Maroc. C'est le début de la saison. Alors, on va revenir à la plus importante, parce qu'elle représente 50% du marché, c'est la Navel d'Espagne. Pourquoi Navel? Ben, Navel, ça veut dire nombril en anglais, et si vous voulez bien regarder cette orange, c'est la seule qui a un nombril. Vous ne pourrez plus jamais vous tromper avec ça. Bien, c'est une orange non traitée, qui est très sucrée, très douce, qui n'a pas de peau, et qui a peu de jus également, donc il faut la manger. Il ne faut pas s'en servir pour faire du jus, mais c'est la fin de la saison pratiquement de cette orange-là. Alors, qu'est-ce qu'on aura après? Alors, il y a tout de suite la Jaffa d'Israël, qui est une variété d'orange Valencia, c'est un nom typique. Elle représente pas mal pour la vente. C'est une orange qui est toujours traitée, alors que la Navel n'est pas traitée. Et c'est une orange qui est très juteuse, elle est très bonne pour les jus. Et puis il y a la Maltaise de Tunisie, là voilà, elle est très belle. Elle est quelquefois traitée, pas souvent. Hein. C'est la plus chère de toutes. Elle est super chère celle-là. Elle est très juteuse, elle est très sucrée, c'est une bonne orange. Et puis c'est le départ de la saison de la Valencia du Maroc. Il y en a très peu en ce moment. C'est une orange qui est traitée, oui, hélas. Elle est très juteuse, elle est très sucrée. Et pour manger, elle a beaucoup de vitamine C pour les enfants. Alors je sens bien que vous donnez la préférence à celles qui ne sont pas traitées, donc Oui. essentiellement les navelles, mais il faut nous dire en quoi consiste le traitement. Ben, le traitement, c'est tout simple. C'est pour empêcher que la moisissure se mette sur la peau de l'orange, parce que les transports sont souvent longs et la conservation est également souvent longue. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ces asperges, ces oranges, ou on les asperge avec ce produit, Ah, voilà. ou bien alors on met le produit autour du papier, et ce papier protège l'orange, donc elle est imprégnée de ce produit. Quel est ce produit? Oui. Hein, voilà. Eh bien, il y a le diphényl, il y a le biphényl, il y a l'orthophénylphénol, il y a l'orthophénylphénate de sodium. Non, n'insistez pas, Oui, c'est- ça, attends encore un. Hein? Et puis il y a le diabentazole. C'est tous la même famille. C'est à peu près tous la même famille. Et le gros problème, dangereux ou pas dangereux, si on en absorbait des quantités énormes de cette peau d'orange, effectivement, ça pourrait être dangereux. Mais en toute petite quantité, ça ne l'est pas. Ce qui m'ennuie, c'est qu'un petit peu de pentiphénylphénol ou je ne sais plus quoi, un petit peu de ci, un petit peu de ça sur chaque chose que nous mangeons, ça finit par faire beaucoup. Et à long terme, je ne sais pas si c'est pas dangereux. Je ne le dis pas, hein, je ne peux Alors pas le quand dire. on fait de la pâtisserie, qu'on se sert de l'écorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors toujours, il faut laver l'orange sous eau tiède et la brosser. Parce que le fait de la laver ne suffit pas pour enlever le produit qui entoure l'orange. Il faut la brosser. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, Jean. Vous avez remarqué, si elles sont
belles ces oranges. Si oui, elles sont vous allez pas vous plaindre. brillantes, superbes et tout. Or, sur un arbre, une orange, c'est pas brillant, c'est terne. Mais ça n'attire pas le client. Alors, pour la faire briller, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la passe sous des brosses qui vont à très grande vitesse. Et en fait, c'est de la paraffine, mais ça porte un nom, c'est du flavorcil. C'est un produit qui, encore une fois, entoure l'orange pour la rendre brillante. Il n'est pas dangereux, mais ça fait un produit de plus sur cette pauvre orange. Bon, alors, si on cherche à mettre des étoiles sur les oranges, on dira qu'on cherche celles qui ne sont pas traitées. Oui, donc la Navelle automatiquement, la Maltaise de Tunisie très souvent. Les autres sont bonnes aussi, je vous répète, la chair de l'orange n'est pas touchée par le traitement. On ne pique jamais les oranges comme certaines personnes ont pu le raconter. Bon, c'est pas trop négatif. C'est pas trop négatif. Ce que je reproche, c'est que, en fait, les oranges, ça coûte très cher. Et maintenant qu'on n'en perd plus, puisqu'elles sont protégées, qu'elles ne pourrissent plus, eh bien, le prix aurait dû baisser. Or, il n'a jamais été aussi élevé. Ah, c'est une autre question. Oui. Bon, eh bien voici maintenant ce que m'ont communiqué les spécialistes de la météo. Dimanche matin, c'est-à-dire demain matin, on peut espérer des éclaircies sur le sud-est et la Corse. Sur le reste de la France, un temps nuageux à très nuageux. Le risque de pluie sera particulièrement grand sur toute la partie est de la France, ainsi que sur les Cévennes dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, mi-nuage, mi-soleil et des vents assez forts. Vous avez donc de nouveau rendez-vous avec la rédaction Antenne 2 vers 23h30 en compagnie de Gérard Holtz. Auparavant, je vous rappelle la retransmission de la première remise des Césars. La rédaction Antenne 2 me prie de vous souhaiter une heureuse soirée.